tous et à toutes. Bonjour. On va attendre tranquillement que vous vous connectiez. Il y a déjà un peu de monde. Il y a de plus en plus de monde, toutes les semaines d'ailleurs. Donc, je suis effectivement ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce troisième Dare Chat Expert organisé par Dare Woman. Vous êtes de plus en plus nombreux, comme je disais, à suivre ces sessions. Alors, merci à vous, parce que c'est grâce à vous que nous aurons envie d'explorer encore plus l'audace et de continuer à vous en parler. Ce troisième Dare Chat Expert porte sur comment gérer mes finances personnelles au temps du Covid-19. Et qui mieux qu'une Dare Woman experte en gestion de patrimoine privé pour vous en parler. Frédéric Rosier, vous êtes mon invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Alors, avant de démarrer, on va attendre que nos adhérents se connectent. Du coup, je vais rappeler, pour vous donner aussi envie de rejoindre l'association et comprendre son intérêt, je vais faire un petit mot sur l'association Dare Woman, qui est une association qui a maintenant 1 an, qui a été créée l'année dernière par Frédéric Picard-Lebihan, qui est revenu en France après une dizaine d'années à l'étranger. Et après une année autour du monde à la voile et 2 expatriations au Moyen-Orient et en Californie, elle a pu constater que là-bas, les femmes étaient audacieuses et solidaires. Elle a observé que c'était évidemment des leviers de réussite des femmes dans ces pays. Et en revenant en France, elle revient avec une très forte conviction que l'audace est un moteur extraordinaire qui nous permet d'avancer, nous les femmes, de grandir avec confiance, avec envie, que ce soit dans nos domaines professionnels ou privés. Donc, l'audace, qu'est-ce que c'est ? C'est sortir de sa zone de confort, c'est se donner la force d'aller plus loin et plus haut. Alors, c'est une association qui compte à peu près maintenant 80 adhérents et adhérentes. C'est vrai qu'il y a majoritairement des femmes, mais il y a également des hommes, car nous pensons que ensemble, nous sommes convaincus qu'ensemble, nous irons plus loin et plus haut. Donc, vous l'aurez compris, Dare Woman s'adresse à des femmes qui sont soit déjà audacieuses, soit qui veulent le devenir davantage et améliorer cette compétence. Et pour cela, il y a 3 piliers. On a bâti 3 piliers, des dare trips, des voyages à la rencontre de femmes audacieuses. Le premier avait été organisé à Beyrouth. Les prochains seront probablement en Covid organisés à Tunis et en Estonie. Il y a aussi les Dare Academy, qui sont des formations pour activer l'audace, les piliers de l'éducation à la californienne, donc savoir par exemple être à l'aise pour parler en public, savoir se raconter, etc. Et puis, non des moindres, un autre pilier qu'on appelle les Dare Talk, qui sont des rencontres, des échanges avec des femmes inspirantes et des hommes aussi. Et actuellement, finalement, ces rencontres se font comme aujourd'hui avec vous, Frédéric, au cours d'un Dare Chat Expert, et aussi tous les mercredis à 19h avec une personnalité et qui nous raconte son parcours inspirant et audacieux. Merci Frédéric de nous consacrer un peu de temps aujourd'hui. Vous travaillez pour le groupe Le Conservateur. Vous avez depuis 15 ans une expertise dans la gestion de patrimoine privé. Oui. Vous êtes agent général d'assurance, c'est bien ça? Exactement. Alors, par rapport à la période, j'avais une question à vous poser. Qu'est-ce que c'est que d'être une Dare Woman dans la gestion de patrimoine en cette période de confinement? Mais il faut avoir le courage de continuer à être proche de ses clients. C'est une période difficile pour nous, mais c'est difficile pour eux parce que nous, on arrive à expliquer la situation, on arrive à la comprendre et on arrive peut-être aussi à en mesurer les effets et les évolutions. Mon client qui n'a pas forcément la même culture économique et financière, lui aura tendance à être complètement en panique. Donc, il faut vraiment rester avec lui, l'accompagner et l'aider à traverser ces périodes de tempête.
Est-ce qu'on peut être audacieux en matière de finances actuellement? C'est un peu ça la question, et avoir du sang-froid et de Il l'audace faut avoir du finalement. sang-froid. Voilà, c'est vraiment la première des choses, ne pas réagir dans la panique, puisque c'est là où vous faites les mauvais investissants. Je pense si vous cédez aujourd'hui vos actions parce qu'elles ont perdu fortement en valeur, vous actez la plus-value. La bonne réaction, c'est soit de ne pas bouger et de faire preuve de patience, soit, si vos finances vous le permettent, de se positionner pour réinvestir, puisqu'on a vu qu'entre le plus bas du 16 mars et aujourd'hui, on est déjà pris 20%. Donc, il fallait effectivement avoir du courage le 16 mars pour aller investir sur les marchés. Ce n'était pas le cas de tout le monde, mais ça a été très payant pour ceux qui l'ont fait. Et on peut aujourd'hui continuer à se positionner sur les marchés financiers. Ça demande un petit peu d'audace, mais c'est quelque chose qui devrait être payant, sans grande prise de risque, encore une fois, sur le bon horizon de placement. Merci beaucoup. C'est vrai que par rapport à ce sujet, nous avons recueilli pas mal de questions de nos adhérents, de nos adhérentes. Donc, nous vous proposons aujourd'hui d'y répondre. On peut aussi également, durant ce live, répondre à des questions en direct. Pour cela, vous pouvez utiliser l'onglet Converser en bas de votre écran, puisque vos micros sont coupés et que nous allons projeter un PowerPoint, un support. Donc, c'est vrai, Frédéric, nous sommes dans un contexte totalement incertain qui entraîne du stress, et cela depuis plusieurs semaines. C'est quand même une situation, bien qu'on ait connu la crise en 2008, une crise financière également importante, c'est quand même une situation inédite puisque tout le monde est à l'arrêt et tous nos repères ont volé à l'éclat. En éclat. Donc, le gouvernement, semble-t-il, a essayé de mettre en place beaucoup de mesures pour soutenir l'économie et les finances de notre pays. Et donc, c'est également le cas dans les autres pays. Alors, nous, en tant que particuliers, quelles mesures on peut prendre pour gérer au mieux nos finances? Ce que nous vous proposons aujourd'hui, bien, c'est on a classé l'ensemble des questions qui nous étaient posées. Il nous est apparu 3 volets importants, 3 grands secteurs vont être abordés aujourd'hui, donc l'immobilier, les impôts et l'investissement. Déjà, Frédéric, par rapport à ces 3 thèmes, est-ce que vous avez des remarques d'ordre général à Oui, faire alors ces peut-être? sujets-là, on les retrouve quand on fait un audit patrimonial général. On va forcément aborder de toute façon le sujet de l'immobilier, les investissements financiers et puis les impôts, ça fait aussi partie des sujets sur lesquels on se penche. Donc ce sont déjà des thématiques qui sont abordées lors de toute analyse patrimoniale. Alors, on peut bien entendu aujourd'hui les aborder dans le contexte actuel du Covid, voir s'il y a eu des conséquences sur ces sujets-là. Alors, on va aborder l'immobilier. Je suis en train d'acheter éventuellement une maison, un bien. Est-ce que je dois renoncer à ça? Est-ce que vous pensez que l'immobilier va baisser? Quelle est votre vision? Quelle est aujourd'hui votre analyse du marché immobilier? Alors, on considère souvent l'immobilier comme une valeur refuge. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que contrairement à une action qu'on peut vendre dans la seconde, un bien immobilier, par définition, n'est pas aussi liquide. Donc, il y aura forcément un temps entre le moment où je souhaite le vendre et le moment où il est vendu. C'est ce qui lui donne un petit peu plus de stabilité. Un achat immobilier ne bénéficie pas non plus de toutes les techniques financières qui existent sur les marchés actions à travers ce qui s'appelle les puts, les calls, les warrants, ce qui font que vous pouvez investir et perdre 10 fois plus ou gagner 10 fois plus que votre investissement. Et c'est ce qui a donné beaucoup de volatilité sur les marchés financiers au mois de mars. Donc là, dans l'immobilier, effectivement, on considère que c'est une valeur refuge parce que déjà, il est plus stable dans ces cessions ou ces acquisitions. On est sur des durées de transactions beaucoup plus longues. Au niveau ensuite de sa valeur refuge, je pense qu'il faut simplement rester sur un investissement qui a été pensé et étudié en amont.
C'est-à-dire qu'un immobilier, alors soit vous l'achetez parce que vous avez un coup de cœur. Donc là, j'ai envie de dire, à partir du moment où il vous plaît, continuez à l'acheter. Il n'y a aucune raison de revenir sur votre décision. Ou soit vous l'achetez pour un investissement patrimonial, on va dire. Vous souhaitez derrière obtenir des loyers et peut-être un avantage fiscal également sur ce projet-là. À ce moment-là, il faut tout simplement acheter le bien bien placé, de bonne qualité et pas l'acheter trop cher. Donc, l'acheter également à bon prix. Dans la mesure où vous êtes sur un achat immobilier avec un horizon qui, de toute façon, est de long terme, donc on achète en général, on est sur 10 ans, 15 ans, voire peut-être plus. Il n'y a pas de raison, si les critères de votre achat étaient cohérents, de changer aujourd'hui ce projet. Concernant les perspectives de crédit bancaire, on a effectivement constaté avant que la crise de Covid prenne de telles proportions une légère hausse sur les taux d'intérêt. Alors, je ne pense pas que cette hausse s'emballe au niveau des taux parce qu'il y a énormément de liquidités aujourd'hui au niveau des banques. La BCE continue à inonder les banques de liquidités pour qu'elles puissent soutenir les entreprises, mais également les particuliers. Je pense que ce qui peut se passer, c'est surtout que les banques vont être beaucoup plus regardantes sur la qualité des dossiers. Donc, ça peut pénaliser effectivement les dossiers fragiles tels que les primo-accédants qui n'ont pas forcément d'apport ou bien des salaires très élevés et qui voulaient commencer à acheter leur premier bien immobilier. Donc en fait, quand on regardera davantage les garanties, on risque de demander minimum cet apport de 33%. Alors, les 33%, c'est effectivement apport et effectivement sur la mensualité par rapport au reste à vivre. Bon, ce qui est un petit peu contradictoire puisque un projet d'achat, il est d'autant plus sécurisé que vous pouvez conserver un peu d'épargne à côté et donc faire face à des imprévus. Mais voilà, donc voir si ces critères s'assouplissent ou pas dans le temps à venir, ça peut changer. Les biens immobiliers ont tendance déjà à augmenter en termes de valeur. Sur le neuf, oui, j'ai entendu qu'il y allait avoir une répercussion là. Bien entendu, la crise sanitaire a des répercussions en termes de surcoût sur les promoteurs et j'ai entendu qu'il y allait avoir une remontée sur les valeurs d'achat dans le neuf. Pourquoi? Pour répercuter ces surcoûts. Non, mais parce qu'il y a du retard, parce que… Oui, du retard, bien sûr. Aujourd'hui, on peut dire les chantiers sont à l'arrêt. Les chantiers étaient à l'arrêt, donc voilà. Oui, bien sûr. Je regarde en même temps les questions. Donc, finalement, que vous dites immobilier en amont, c'est une valeur sûre. Il n'y a aucune raison de reporter mon achat, sauf si je pense que il y aurait une dépréciation importante après de ce bien. Oui, mais donc c'était un mauvais achat dès le départ. On n'achète pas un bien pour perdre de l'argent. Donc l'immobilier reste finalement une valeur sûre malgré Ça doit faire partie effectivement de sa stratégie patrimoniale. Il faut juste qu'il soit bien pensé en amont dans ses critères d'achat. Voilà. Alors c'est vrai que beaucoup d'achats, je pense en particulier avec des avantages fiscaux, ne devraient pas être proposés parce qu'ils ne sont pas intéressants pour l'acheteur. Néanmoins, ils existaient déjà avant le Covid et ils existeront encore après. Voilà. Et je regarde les questions en même temps. Il y a moins d'annonces, visiblement, donc ce qui peut expliquer oui, après, aussi… là, les ventes ne se font plus. Il y a des problèmes, on ne peut pas visiter les biens. Donc, c'est sûr que dans l'ancien, aujourd'hui, il ne se passe plus grand-chose. J'ai une question sur la renégociation de prêts immobiliers. C'est vrai qu'avec la baisse des taux, il y a eu des renégociations progressives ces dernières années. Là, est-ce qu'on peut renégocier son prêt immobilier? Bien sûr. Si vous arrivez à avoir ou un banquier ou un courtier, oui, c'est toujours intéressant de regarder ce qu'on peut vous proposer. D'accord. Et est-ce que, par exemple, les systèmes de location de courte durée, est-ce que le Covid, justement, ne va pas modifier le système de location de courte durée parce que pour les primo-accédants, voilà, les Airbnb actuellement ne sont plus possibles. Donc, tout ce qui était location, on va dire, touristique,
Donc oui, il faut encore une fois peut-être se tourner vers des locations un petit peu plus sur des durées longues, alors qui peuvent être nues ou en meublé. Là, à partir du moment où on est sur une durée longue, on peut être sur les deux options. J'ai lu aussi dans la presse qu'il y avait un engouement pour vivre plutôt à la campagne, sortir de nos villes après le Covid et qu'il y À aurait une voir. augmentation des Oui, achetants. oui. À voir. Oui, oui, à voir. À voir. À voir. Là-dessus, j'ai pas de, Pas de j'ai pas projection. d'opinion. Alors, nous allons aborder le volet impôts, notamment le report des déclarations, le prélèvement à la source. Je vous laisse. Voilà, donc c'est vrai que pour les professionnels, il y a eu des possibilités extrêmement souples de report des paiements au niveau des charges. Pour les particuliers, il y a eu une augmentation des délais pour déposer sa déclaration fiscale par Internet ou par papier, pour justement prendre en compte peut-être l'impossibilité pour certains d'avoir une connexion Internet pour pouvoir faire sa déclaration. Le prélèvement, en fait, a toujours été modifiable depuis que le prélèvement à la source a été mis en place, puisque certains événements tels que des mariages, l'arrivée d'un enfant ou bien la location d'un achat en Pinel, par exemple, modifiait immédiatement le montant de l'impôt dû. Donc, il a toujours été possible de modifier le taux de prélèvement à la source, à condition que la différence représente 10% du montant et 200 euros. Par contre, attention, l'administration fiscale ne tolérera pas d'erreur en cas de baisse trop forte du prélèvement. Et là, donc, il y a des pénalités qui s'appliquent. Donc, il faut vraiment être sûr de soi pour faire la modification de son taux de prélèvement, puisqu'en plus, là, il est difficile d'avoir une confirmation de son calcul dans le contexte actuel. De toute façon, si le montant de l'impôt a diminué, il y a toujours en fait un remboursement qui est effectué quand on a fait sa déclaration, que le nouveau taux est calculé. S'il y a eu un trop perçu, les impôts le remboursent comme ça a toujours été le cas avant le prélèvement à la source. Donc il y a un petit peu plus de souplesse aujourd'hui. On n'est pas obligé d'attendre un an et voire quelques mois pour être au plus juste de son montant dû, mais faire attention à ne pas diminuer trop fortement son taux de prélèvement. C'est périlleux, parce que c'est quand même difficile de. C'est ça, ouais. Bon, moi, je ne conseillerais pas, à moins que ce soit vraiment des montants forts, de jouer à ça. Voilà. Je préfère que l'administration le calcule et me rende le trop perçu. Je prends moins de risques. Beaucoup de questions concernant les investissements, après l'immobilier et les impôts. Beaucoup de questions concernant l'assurance vie. Les fonds en euros sont-ils toujours sûrs ? Alors, les fonds euros, oui, ils bénéficient toujours de la garantie du capital. C'est vraiment le propre de ce que l'on appelle le fonds euro et de l'effet cliquet. Donc, l'effet cliquet, c'est quand j'ai perçu un taux d'intérêt une année qui est définitivement acquis. Et donc, au fur et à mesure des années, je ne perds pas les intérêts qui m'ont été versés sur le fonds en euros. Ce que l'on constate néanmoins, c'est que les rendements des fonds euros sont en forte diminution. Certains aujourd'hui, d'ailleurs, ne couvrent plus l'inflation. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème sur la garantie. La seule chose quand même, c'est que depuis 2016 existe ce que l'on appelle la loi Sapin 2, qui pourrait s'appliquer en cas de forte remontée des taux. Donc on serait là dans une crise obligataire, et une remontée de taux, ça a pour conséquence de faire baisser la valeur des portefeuilles obligataires, ce qui représente en fait la plupart des portefeuilles des compagnies d'assurance dans lesquels sont les fonds en euros. Donc ça fragiliserait de manière systémique en fait toutes les compagnies d'assurance. Donc là, si la loi Sapin 2 s'applique, donc pendant 3 mois renouvelables, on bloquerait tout simplement les rachats sur les fonds en euros. Donc, on n'aurait plus la même liquidité, ce qui fait aussi partie de son avantage
sur le fonds euro. Donc, il faut en avoir dans son contrat d'assurance vie parce que ça a quand même, malgré tous ces inconvénients, une utilité dans une stratégie justement patrimoniale, mais de manière mesurée, selon son âge, la durée de son investissement, le fonds euro peut avoir une proportion plus ou moins importante à définir. Mon assurance vie actuellement ne me rapporte pas grand-chose. Est-ce que j'ai intérêt à la fermer, à en changer? L'assurance vie ne me rapporte rien. Alors déjà, j'ai envie de savoir pourquoi elle ne rapporte rien. Alors, est-ce que c'est parce qu'effectivement le fonds euro est tellement ancien qu'il ne me rapporte plus rien? Mais est-ce que je n'ai pas la possibilité de profiter de la loi Pacte qui me permet au sein d'une même compagnie d'assurance de transférer mon assurance vie sur une autre en conservant les avantages fiscaux de mon ancienne, donc déjà voir si je peux l'améliorer en interne avant de la clôturer, puisque la clôture de mon assurance vie me prive peut-être de certains avantages fiscaux que je ne pourrais pas retrouver dans l'ouverture d'un nouveau contrat. Donc, je peux après effectivement faire le choix, mais de manière éclairée. J'ai perdu tels avantages, mais en contrepartie, je souhaitais aller vers tels autres avantages. Donc, c'est quelque chose à étudier avec précaution. Pas le faire sur un coup de tête, mais bien prendre en compte les conséquences de cette clôture entre les avantages que je peux avoir néanmoins de cette assurance vie par rapport à une autre. Finalement, ce que vous prenez, c'est de diversifier nos investissements, quelque part. Ah oui, oui, oui. Mais c'est la clé de, je ne vais pas dire la sécurité, mais oui, la prudence. Voilà, l'expression, c'est de ne pas mettre ses œufs dans le même panier, n'est-ce pas? Moi, je dis de ne pas miser tout sur le rouge, mais que ce soit en termes de risque ou de prudence. Il y a deux risques, hein. Être trop prudent sur le long terme, c'est le risque d'une perte de pouvoir d'achat, puisque les rendements aujourd'hui ne compensent plus l'inflation. Et l'autre risque, en étant trop investi sur des actifs volatiles, c'est la perte en capital. Donc, il faut trouver en fait le juste milieu. Aujourd'hui, tous les pays sont à peu près à l'arrêt, mais on peut penser qu'il y a des marchés qui vont reprendre plus rapidement que d'autres, comme le marché asiatique. C'est intéressant d'éventuellement investir sur ces marchés-là. Oui, on peut investir sur ces marchés-là. Il faut être extrêmement bien informé. Moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis plutôt informée, si je rentre dans le détail des sociétés, je suis plutôt informée sur le marché français. C'est surtout sur ce marché-là que mes lectures se portent et que j'ai des informations concrètes. Après, pour diversifier à l'international, je trouve plus simple d'aller sur des fonds gérés par des professionnels qui, eux, ne vont s'intéresser que sur le marché asiatique ou le marché américain et qui auront donc un savoir-faire qui sera supérieur au mien. En fait, je n'ai actuellement pas d'assurance vie. Est-ce que c'est une bonne idée d'en ouvrir une maintenant, en période de Covid? Ah oui, mais oui, on est sur un point de marché bas. Donc, effectivement, pour les personnes qui ont aujourd'hui des capitaux à investir, c'est un très bon point d'entrée. Et ouvrir une nouvelle assurance vie. Alors, ça peut être aussi intéressant et de temps en temps, on est un petit peu obligé d'ouvrir une nouvelle assurance vie parce qu'il y a des évolutions fiscales. Donc, on a une enveloppe existante soumise à une certaine fiscalité et puis on sait que si on reverse dans cette enveloppe-là, le versement est soumis à une nouvelle fiscalité. Donc, c'est bien aussi parfois pour cette raison-là d'avoir plusieurs enveloppes qui chacune vont se distinguer parce qu'elles ont chacune une fiscalité propre ou parce que j'ai passé 70 ans, puisqu'une fois qu'on a 70 ans, c'est pareil, on est soumis à une nouvelle fiscalité sur la succession au niveau des capitaux placés. Donc, ça permet d'avoir un patrimoine séquencé, si je puis dire, selon les versements qui ont été faits, les conditions de l'assuré ou les conditions fiscales en vigueur. Bien, je vois qu'il n'y a pas de nouvelles questions concernant l'assurance vie. On va aborder d'autres valeurs, et notamment l'or. Est-ce toujours une valeur refuge?
Alors, c'est considéré comme une valeur refuge. Moi, je prends un peu de recul par rapport à ça. Alors, autant il me semble important d'avoir de l'immobilier dans le patrimoine de tout un chacun, autant l'or me semble moins nécessaire. Sur la semaine du 13 au 20 mars, l'or a perdu 9%. Alors, il y avait des raisons qui ont expliqué cette chute, mais donc, il peut aussi perdre rapidement en valeur. Ensuite, il y a la question de la forme de l'or. Est-ce que je l'ai sous forme physique? J'ai un lingot, j'ai des pièces, auquel cas il faut faire très attention parce que la moindre rayure ferait diminuer la valeur de mon or. Comment je le conserve? Est-ce que j'ai un coffre à la maison avec les risques de vol? Est-ce que j'ai un coffre à la banque? Donc, ce sont beaucoup de frais en plus de l'achat de l'or. L'or ne donne aucun rendement, donc on l'achète uniquement dans un objectif de revente avec une plus-value. L'autre possibilité, donc c'est je ne veux pas d'or papier, pas d'or physique, je veux de l'or papier. Et là, pareil, ça veut dire que j'ai un intermédiaire. Cet intermédiaire peut faire faillite. Si mon intermédiaire fait faillite, je perds mon investissement. Je peux aussi acheter des actions de mines aurifères, mais là, je me retrouve avec la volatilité propre au marché des actions. Et voilà, je mets juste un dernier bémol. Il y a énormément d'arnaques qui fleurissent autour de l'offre de l'or, mais c'est aussi les diamants, les rubis. Enfin voilà. Donc, faire très attention. Si vous voulez vraiment avoir de l'or, moi je dis pas plus de 5% de son patrimoine financier. Donc, voilà. Alors, à propos des liquidités, quels conseils pouvez-vous donner sur quoi investir en prenant des risques, pas de risques, à court terme, sur du moyen terme? Alors à court terme, j'ai envie de dire non, on ne prend pas de risque à court terme. Ou alors, bon, ben, on a envie de parier. Hein. Après, tout le monde peut vouloir parier, ça, il n'y a pas de souci. Mais moi, dans le conseil, je ne fais pas prendre de risque à court terme. Donc, à court terme inférieur à 2 ans, ben, on reste sur des livrets A, livrets de développement durable ou des comptes à terme ou des comptes sur livret. Au-delà de 2 ans, là, on peut commencer à trouver des fonds obligataires. Alors, je conseillerais de rester sur des titres obligataires, ce qu'on appelle buy and hold. Donc, on a une ligne obligataire qui va se terminer, par exemple, en 2022. On conserve sa ligne jusqu'en 2022, puisqu'en cas de remontée des taux d'intérêt, ben, ça ferait baisser la valeur de mon portefeuille si je devais m'en séparer avant le terme. Donc, je la conserve pour être remboursée au nominal et je récupère donc les coupons de mes obligations, ce qui serait les taux d'intérêt. Donc ça peut être l'une des options. Et puis sur le moyen terme, donc là je suis au-delà de 2 ans, je suis sur un horizon à 4 ans et plus. On peut aller sur de l'assurance vie avec un couple de rendement sécurité équilibré. Je mets une partie sur le fonds euro et je mets une partie sur des fonds, donc unités de compte. Donc, ce qui n'est pas le fonds euro, ce sont des unités de compte avec toute une palette du plus ou moins risqué, de l'obligataire, du flexible, diversifié, structuré, action. Et je dirais aujourd'hui, il y a une classe d'actifs qui est de plus en plus demandée et qui devrait se développer dans l'avenir. C'est tout ce que l'on appelle les fonds ESG. Donc, les fonds qui prennent en compte dans leur choix d'action les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Donc, des fonds un peu plus éthiques. Ça, c'est de plus en plus demandé par nos clients, par nos clients investisseurs et d'une manière générale dans la finance. Et pour ce type de fonds, pour les fonds dont vous parlez et les unités de compte, il y a une garantie du capital et des intérêts? Il n'y a pas de garantie sur les unités de compte, non. Ouais. Alors, donc la garantie, c'est sur les fonds euros avec donc, la contrepartie d'un rendement qui va s'amenuisant au fur et à mesure des années et la tendance ne va pas changer à moyen terme. Et donc, il faut compenser cet amoindrissement de la rentabilité avec des unités de compte où là, c'est plutôt l'inverse. Il y a effectivement une volatilité plus forte, mais qui s'amoindrit au fur et à mesure des années. C'est pour ça qu'on a besoin d'un petit peu plus de temps sur
une assurance vie avec une prise de risque. Il n'y a pas d'autres questions là-dessus. Je vous poserai une question plutôt à la fin sur une somme à investir éventuellement. Est-ce qu'il y a un risque, comme en 2008, d'avoir des faillites bancaires? Est-ce qu'on doit aller retirer tout de suite notre argent? Justement, en 2008, ce qui a fait cette crise économique, c'est la faillite de Lehman Brothers. Et les banques centrales ont bien compris que ça avait été une erreur pour elles de ne pas avoir sauvé Lehman Brothers à l'époque. Donc là, aujourd'hui, les banques centrales et les États feraient tout ce qu'il est possible pour sauver les banques. Mais aujourd'hui, les banques n'ont pas de problème structurel. Elles sont à l'arrêt comme toutes les autres entreprises, mais elles n'avaient pas de difficultés avant le Covid. Donc non, on n'est pas dans cette situation. C'est vrai que là, on me pose la question, y a-t-il des risques de faillite d'entreprise? Oui, je suppose. Oui, des faillites d'entreprise. Après, c'est pareil. Je pense que des petites entreprises, oui, il y aura certainement beaucoup de faillites ou des professions libérales. Des entreprises du CAC 40, ça me paraît plus compliqué. Historiquement, on n'a quasiment jamais vu une entreprise du CAC 40 faire faillite. Il y a des questions, mais que nous aborderons, qui sont prévues d'être abordées. Et aussi une question sur la presse. On pourra en parler à la fin. C'est la presse à lire pour être plus au courant. Merci pour ces questions. Alors, mes liquidités. Ah oui, alors effectivement, à la banque, sur mon compte courant, j'ai des liquidités. Sont-elles protégées? Si oui, à quel montant? Donc, il y a un mécanisme de protection en cas de faillite d'une banque jusqu'à 100 000 euros. Donc, ces 100 000 euros, c'est ensemble les comptes courants, donc l'argent que j'ai sur mon compte, plus ce qui est sur mon plan épargne logement, mon compte épargne logement, le compte espèce de mon plan épargne action, mon plan épargne entreprise et mon plan épargne retraite. Donc, ce n'est pas uniquement ce que j'ai mis sur mon compte courant, mais c'est la somme de tous ces comptes-là. Le livret A, le livret de développement durable ont une garantie à part. Donc, cela peut être rajouté. Voilà. Donc, voilà la garantie. Par contre, attention, et ça s'est déjà vu, et ça répond à la deuxième question, dois-je limiter le montant de mon compte courant? Donc, je reviens sur cette globalité de 100 000. Vous avez un compte sur lequel le total fait 150 000. La banque n'est pas encore en faillite, mais elle est en difficulté. Elle peut ponctionner ce qui dépasse des 100 000 euros. Mais alors, si c'est un compte joint, ça augmente le plafond? Si c'est un compte joint, on divise par deux. Voilà, il y a 150 000 en compte joint, ça fait 75 000 pour monsieur et 75 000 pour madame. C'est cette somme qui sera comptabilisée. Et du coup, je pense que vous avez déjà répondu à la question. Les assurances vie de la banque sont-elles comptées à part des comptes courants? Non, c'est à part. Les assurances vie, c'est 70 000 euros, le montant de la protection. C'est ça, 70 000, voilà. Par contre, ce que je voulais dire, c'est que c'est bien par établissement bancaire. Et donc, si vous avez un compte au Crédit Mutuel et un compte chez Fortunéo, c'est le même établissement bancaire. Donc, ce n'est pas x2 là. Ça englobe les deux. Non, bah, c'est une donc, précision. faire attention parce qu'il y a beaucoup de comptes Internet, par exemple, où la Crédit du Nord et Société Générale, c'est le même groupe. Donc, voilà. On pense avoir diversifié. Finalement, c'est le même groupe. Pas du tout. Bah, merci voilà. en tout cas il y avait beaucoup de points très différents et beaucoup de questions posées. Maintenant, au niveau du marché des actions, alors c'est vrai qu'au début de la crise, les bourses ont plongé. Est-ce déjà intéressant d'acheter? On avait déjà un peu répondu ça finalement dans le slide d'avant. Oui, c'est intéressant. Voilà, donc comme je disais, si aujourd'hui vous avez un capital parce que juste avant la crise, vous avez vendu votre bien immobilier ou X raison, oui, c'est bien de se positionner aujourd'hui. On ne sait pas si c'est le plus bas, mais c'est un peu compliqué de dire c'est maintenant le plus bas. Ça, on sait qu'après, c'est passé. Par contre, on sait que ce n'est pas le plus haut. Donc, c'est bien de commencer aujourd'hui, quitte à se positionner en plusieurs fois. Voilà, si on n'est pas sûr que ce soit le meilleur moment. En tout cas, ce n'est pas trop cher. Et à un horizon à 2-3 ans, ça aura été une bonne opération. Alors, oui, effectivement, plutôt sur du long terme. Toujours. Et du coup, la même personne qui posait la question sur les assurances vie de la banque qui sont comptées à part des comptes courants,
demande si c'est intéressant de remettre des fonds de son assurance vie en unité grand compte. Ben, c'est ce qu'on Oui, a dit tout à l'heure dans le contexte boursier voilà, actuel. exactement. Voilà. Moi, ce que j'ai conseillé à mes clients avec la baisse des marchés, c'est de sortir un petit peu de leurs fonds euros pour se repositionner justement sur des unités de compte pour profiter de la remontée. Très bien. Alors, c'est une question qui a été aussi là posée en live. Est-ce le moment d'investir dans l'aérien et le luxe? Moi, pour le moment, je reste à l'écart de l'aérien, je reste à l'écart de l'automobile. C'est encore un petit peu tôt pour qu'on puisse vraiment y voir clair. Le luxe, oui, il y a des valeurs qui sont aujourd'hui intéressantes. Mais après, il y a encore d'autres secteurs. Je pense au secteur de la santé. Là, c'est un secteur qui va, je pense, être intéressant dans les années à venir. Il faut surtout bien s'informer parce que dans le luxe, on peut avoir des sociétés sur lesquelles la valeur est un peu chère et d'autres sur lesquelles il est intéressant de se positionner. Dans la santé, c'est pareil. On a une société sur laquelle il est intéressant d'aller et une autre sur laquelle il vaut mieux rester à l'écart. Donc vraiment, l'idée, c'est vraiment prendre le temps de lire, de s'informer si on veut acheter donc, des actions en direct. Rester en tout cas toujours sur des grandes capitalisations. Alors, sauf si on a envie d'être un peu joueur, hein, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de biotech qui peuvent faire du 1000%, mais avec un risque aussi que vous ne revoyez pas votre investissement. Donc là, il n'y a pas de souci. Donc moi, je préfère conseiller les sociétés du CAC 40 ou du SBF 120 qui sont extrêmement liquides. Donc l'action, vous la vendez dès que vous le souhaitez, vous l'achetez dès que vous le souhaitez. Vous avez vraiment la main sur votre investissement. Et également voir si la société peut verser des dividendes, puisque ça participe quand même à la qualité de son investissement sur le long terme. Voilà. Et puis toujours mettre des sommes. Vous savez qu'il y a un potentiel de perte, donc être patient et accepter à un moment donné qu'il y a un potentiel de perte, puisque ça peut arriver. Hein. Il faut rester, je pense, humble et modeste par rapport à ces préconisations. Alors là, vous avez répondu à plusieurs questions à la fois, c'est-à-dire vous avez les entreprises du CAC 40. On me demandait quelle marque dans le luxe et avec quels critères vous avez répondu à ces 2 points. Voilà, ben là, ce que j'ai lu, moi, où il est intéressant d'investir, c'est sur Kering, par exemple, et sur Interparfums pour les marques de luxe. Mais voilà, moi, vraiment, le conseil que je donne, c'est de s'informer, de faire un peu sa propre analyse. Alors, en ce moment, c'est vrai que vous avez parlé du secteur de la santé. L'agroalimentaire aussi a joué son rôle. Hein. L'agroalimentaire, exactement. L'agroalimentaire, la distribution, les loisirs. Non, il y a quelques secteurs, il y en a assez peu dans le contexte actuel où on est quasi sûr, j'ai envie de dire, de notre investissement, mais il y a une dizaine, quinzaine de sociétés sur lesquelles il est intéressant de se positionner. Alors, bien, là, on arrive effectivement, je regarde s'il y a d'autres questions. On arrive à la fin de notre exposé. Avec des liens effectivement utiles. Alors, du coup, on pourra peut-être que vous pouvez parler de la presse également Voilà. à cette Donc occasion. la Quels sont les liens presse, utiles pour voir voilà, consulter? le revenu, c'est intéressant parce qu'il y a énormément d'informations à la fois sur l'assurance vie, le patrimoine des particuliers, les entreprises. Et c'est pas trop technique. Donc même un néophyte peut suivre les analyses, comprendre. Et leurs recommandations sont de très très bonne qualité puisque leurs analyses sont très poussées et ils se trompent très rarement. Ensuite, Morningstar, là, vous allez trouver les analyses de fonds de gestion, donc peut-être des fonds que vous avez dans votre assurance vie. Vous allez les trouver sur Morningstar avec, on va dire, le nombre d'étoiles. Donc, plus il y a d'étoiles, plus le fonds est de qualité. Vous retrouvez le rendement du fonds sur 1 an, 5 ans, 10 ans. Et vous retrouvez la composition du fonds sur ses premières lignes, la comparaison de ses résultats par rapport à son indice de référence. Et pareil, sur H24 Finance, c'est une mine d'informations sur les différents contrats d'assurance vie, les gérants qui vont être interviewés, prendre la parole, vous expliquer pourquoi ils ont des convictions sur tel ou tel secteur. Donc là aussi, c'est une mine d'informations. Et le conservateur, qui est la compagnie d'assurance que je représente,
alors qui est un peu moins détaillé, bien entendu, sur les fonds et les actions, mais qui là va plutôt répondre à la gestion du patrimoine du particulier. Par contre, il y a pas mal d'informations sur les thématiques de la transmission, du chef d'entreprise également, puisqu'on est partenaire des Échos, du revenu. Donc, on a régulièrement des conférences sur ces thématiques-là. Ok, une question sur la consommation qui est portée par les jeunes. Ne pensez-vous pas que les modèles d'investissement peuvent changer? Oui, c'est pour ça que je parlais des critères ESG. Voilà. Ça, ce sont des choses qui sont de plus en plus demandées. Les gens veulent un peu d'éthique dans leurs choix financiers. Je dirais éthique et qualité, du coup, C'est aussi. ça, oui. Ouais. Donc voilà, vous avez des fonds qui aujourd'hui ne choisissent, enfin passent vraiment au crible les critères d'environnement social et gouvernance avant de l'intégrer, avant d'acheter une entreprise et de l'intégrer dans leur fonds. Bien, alors, merci beaucoup, Frédéric, pour cet exposé très détaillé, ultra intéressant. Quel est pour vous l'investissement le plus audacieux du moment? Je vais sortir des sentiers battus puisque je vous ai déjà parlé de PEA, d'assurance vie. Vous connaissez tout ça. Je vais vous parler d'une tontine. Si vous avez du temps, que vous êtes totalement réfractaire au risque, mais que vous voulez du rendement, eh bien, le placement audacieux, c'est la tontine. Vous n'avez pas à gérer la liquidité puisque vous vous engagez à placer un capital sur une durée définie lors de la souscription, donc compris entre 11 et 25 ans. Donc, vous posez votre durée et puis vous laissez faire les gestionnaires du conservateur. Ils n'ont jamais donné de rendement négatif et le capital est multiplié par 2 sur 15 ans d'après nos données et nos résultats historiques. Donc, j'ai 25 000 € sur mon compte. Je peux choisir cette option-là si je ne veux pas prendre trop de risques. Si vous avez du temps, si vous voulez de la sécurité, effectivement, c'est le placement audacieux à faire aujourd'hui. Bien, merci pour d'avoir répondu à l'ensemble de ces questions. Ça va surtout nous permettre… alors, j'ai encore une dernière question. Par qui passer pour la tontine? Mais vous l'avez dit. Alors, oui, désolé, hein, il n'y a que le conservateur, donc n'en parlez pas à votre banque. C'est le produit exclusif du conservateur. Voilà, puisqu'on a été créé, nous, pour la gestion de ces tontines au départ. Hein, donc, voilà. Ouais, c'est historique, en fait, au niveau de l'épargne. Voilà. Ouais. Voilà. Bien, ça va nous permettre de sortir de notre routine. Ça donne envie, effectivement, de bouger là pour… enfin, ça nous a rassurés sur un certain nombre de points. Ça nous permet de nous bouger là dans la période et être actifs pour d'autres. Donc, merci beaucoup, Frédéric. Pour ceux et celles qui n'ont pas pu se connecter aujourd'hui, eh bien, vous pourrez revisionner ce DARE Chat expert sur la chaîne YouTube de Darwoman. D'ailleurs, vous pouvez visionner les 2 précédents DARE Chat experts qui portaient sur les mesures RH durant le confinement et également sur les mesures financières, la trésorerie des entreprises. Ça, c'était la semaine dernière. Et puis, plus rapidement, demain soir, un rendez-vous à 19 h en live sur Instagram. Nous allons accueillir Yo-Yo Mag, qui est la petite fille des fondateurs de la Fondation Mag. Elle a vécu son enfance entourée de Miro et Giacometti. Et elle va nous raconter eh bien, son parcours hors du commun. Merci beaucoup, Frédéric. Merci à très bientôt. On a marqué évidemment vos coordonnées, si eh bien, on avait d'autres questions, effectivement, pouvoir vous joindre. Avec plaisir. Je lis en même temps, je remercie à l'ensemble des personnes de s'être connectées, qui vous remercie pour bien sûr cet exposé. Merci beaucoup. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup, merci à tous et merci à toutes les Darwoman. Voilà, à bientôt. Au revoir. Au revoir.